Il y a des époques où l'eau, symbole de vie pour nous aujourd'hui, pouvait inspirer la crainte. Des époques où l'on pensait que plonger son corps dans un bain chaud, c'était ouvrir ses pores et laisser entrer la maladie. Ou respirer la vapeur d'une pièce humide, c'était aspirer la mort elle-même. Nous sommes au milieu du XIVe siècle. L'Europe est prospère par endroits, fragile par d'autres. Les champs s'étendent à perte de vue, les clochers dominent les villages, et dans les villes fortifiées, les marchés bruissent de voix et d'échanges. Les rues sont étroites, pavées d'inégalités, bordées de maisons à colombages, aux toits d'ardoises ou de chaumes. Dans les campagnes, les jours sont rythmés par les saisons et les cloches des églises. Dans les cités, par le travail, les prières et le passage des charrettes. Mais ce quotidien va être balayé par un ennemi invisible. En 1347, des navires venus d'Orient accostent en Méditerranée. À leur bord, des marchandises, des marins et un mal inconnu. En quelques mois, ils se propagent de port en port, de ville en ville, portés par les routes du commerce et de la guerre. Les contemporains ne le savent pas encore, mais c'est la peste noire, un fléau qui en 5 ans va emporter entre 75 et 200 millions d'âmes à travers elle, Eurasie et elle, Afrique du Nord. Les signes sont terrifiants. Fièvre brûlante, douleurs insupportables, gonflement des ganglions, les bubons, parfois gros comme des œufs, qui noircissent et éclatent. Et presque toujours, la mort, dans les jours qui suivent. Face à ce cauchemar, chacun cherche une explication. Certains disent que c'est la colère de Dieu, une punition pour les péchés de l'humanité. D'autres accusent de l'air, vicié par des émanations empoisonnées qu'on appelle les miasmes. D'autres encore pointent du doigt les étrangers, les voyageurs ou des minorités déjà marginalisées. Et si la cause est mystérieuse, les solutions le sont tout autant. On brûle des plantes odorantes pour purifier l'air. On porte des sachets d'herbe autour du cou. On allume de grands feux dans les rues. Et surtout, on change ses habitudes de propreté. Oui. Car pour les hommes et les femmes de cette époque, la propreté n'est pas seulement une question de beauté ou de confort. Elle est un acte médical, presque spirituel. Et quand la peste noire arrive, elle bouleverse ces rituels. Les bains publics, autrefois populaires, ferment les uns après les autres. On craint que l'eau chaude ouvre les pores et laisse passer le poison invisible. Les parfums et les poudres remplacent le savon et l'eau. Les vêtements deviennent plus épais, superposés, comme une armure contre l'air mauvais. On se méfie même du vent. On cloue les fenêtres. On respire à travers des tissus imbibés de vinaigre. C'est un monde qui, par peur de mourir, modifie radicalement sa manière de vivre et de se laver. Mais avant de comprendre comment la peste a transformé l'hygiène, il faut revenir en arrière. Observer l'Europe telle qu'elle était avant le fléau. Une Europe où l'on se lavait plus qu'on ne le croit. Où les bains publics étaient des lieux de rencontre, de détente, parfois de plaisir. Où le linge propre jouait un rôle aussi important que l'eau. Où les odeurs de la rue, le bruit des marchés et le parfum des herbes séchées se mêlaient dans un quotidien bien différent du nôtre. Il faut aussi comprendre ce que signifiait être propre au Moyen Âge. Pour nous, c'est enlever la saleté visible. Pour eux, CA est maintenir L, équilibre du corps, ce que les médecins appellent les humeurs, et protéger L, âme contre L, impureté morale. Se laver n'était donc pas qu'un geste pratique, c'était un acte de santé et de foi. Quand la peste noire frappe, elle brise cet équilibre. Elle introduit un doute nouveau. Et si ce qui vous protégeait hier vous condamnait aujourd'hui? Ce doute va changer les gestes quotidiens, bouleverser les habitudes séculaires et laisser une empreinte durable sur la manière dont l'Europe conçoit la propreté, la maladie et la survie. Alors, pour comprendre cette peur, cette prudence extrême et parfois ces contradictions, il faut plonger dans la vie d'avant, sentir les odeurs des rues médiévales, entendre les rires dans les bains publics, voir les étoffes colorées sécher au soleil, et comprendre comment un monde ordinaire s'est figé dans la terreur.
bienvenue dans ce voyage à travers le temps. Un voyage où nous verrons à quoi ressemblait réellement l'hygiène avant, pendant et après la peste noire. Un voyage où chaque détail, du linge qu'on portait à l'eau qu'on buvait, raconte quelque chose sur la manière dont les hommes et les femmes affrontaient la vie et la mort. Car pour comprendre la peur qui a saisi l'Europe au XIVe siècle, il faut d'abord comprendre ce qu'elle est venue détruire et ce qu'elle a laissé derrière elle. Avant que la peste noire ne frappe, l'Europe du début du XIVe siècle est un continent de contrastes. Certains territoires connaissent une prospérité inédite. Les grandes foires de Champagne attirent marchands et artisans venus de toute l'Europe. Les villes grandissent, se fortifient, se parent de nouvelles églises gothiques aux flèches vertigineuses. Dans les campagnes, des villages entiers prospèrent grâce à l'essor agricole porté par des innovations simples mais efficaces. Moulins à eau, charrues plus robustes, assolements triennal. Mais cette prospérité est fragile. Les récoltes dépendent toujours des caprices du ciel. Une série d'hivers rudes ou de pluies prolongées peut plonger une région dans la famine. Et dans ce monde sans médecine moderne, une épidémie peut anéantir un bourg en quelques semaines. Les villes médiévales sont souvent entourées de murailles. À l'intérieur, les rues sont étroites, sinueuses, rarement pavées. Les maisons à pans de bois se dressent côte à côte, si proches que leurs étages semblent se toucher au-dessus de la rue. Les étals des marchands débordent sur les voies, les animaux circulent librement et l'odeur des écuries se mêle à celle des cuisines. Les habitants vivent serrés. Les plus pauvres occupent une pièce unique, parfois sans fenêtre, souvent partagée avec plusieurs membres de la famille et quelques volailles. Les plus riches ont des demeures à plusieurs niveaux, avec pièces séparées, cheminées, tapisseries. Mais même là, les conditions d'hygiène, selon nos critères modernes, restent rudimentaires. Dans la plupart des villes, l'eau provient de puits publics ou de fontaines alimentées par des aqueducs rudimentaires. On s'y rend avec des seaux, parfois plusieurs fois par jour. Dans les campagnes, on puise dans les rivières ou les mares. Mais l'eau potable n'est pas garantie. Les activités artisanales, tanneries, teintureries, rejettent leurs déchets dans les cours d'eau, tout comme les habitants qui y déversent ordures et excréments. Pourtant, l'eau reste centrale dans la vie quotidienne. Pour cuisiner, nettoyer, brasser la bière, teindre les tissus et se laver, d'une manière bien différente de la nôtre. L'Europe médiévale est structurée en 3 ordres. Ceux qui prient, le clergé. Ceux qui combattent, la noblesse. Ceux qui travaillent, la paysannerie, les artisans, les marchands. L'hygiène n'échappe pas à cette hiérarchie. Les nobles et les bourgeois aisés disposent de linge fin, parfumé, de bassins en métal pour se laver le visage et les mains chaque matin. Les plus pauvres se contentent de se rincer au seau, parfois à l'eau froide, souvent sans savon. Un produit coûteux, parfois parfumé, importé des pays arabes ou d'Espagne. Mais malgré ces différences, une idée commune domine. La propreté visible du corps et des vêtements est un signe de respectabilité. Dans les rues, on juge un individu à l'état de sa chemise, à la netteté de ses cheveux, à la fraîcheur de son haleine, autant que nous le faisons aujourd'hui. Avant le grand bouleversement, l'Europe médiévale se perçoit d'abord avec le nez et les oreilles. Le matin, les villes s'éveillent au son des cloches. 1, 2, 3 volées, l'aube, la prière, le travail. Dans les ruelles, la brume colle aux pierres. Les pas résonnent sur les dalles, mêlés au claquement des sabots, aux hennissements, au grincement des charrettes. L'air sent la fumée du bois humide, la laine chauffée par les foyers, l'ail qui frémit dans une marmite et parfois l'eau stagnante au coin d'une venelle. Sur la place du marché, les voies s'entrecroisent. Marchands de sel, poissonnières, vendeurs d'oignons, herboristes. Les métiers d'odeur forte ont leur quartier. La tannerie, au bord du cours d'eau, mêle l'âcreté des peaux, de la chaux et de l'urine utilisée pour assouplir le cuir. Plus loin, les teinturiers brassent des cuves aux couleurs profondes, indigo, garance, pastel, que l'on perçoit avant même de les voir.
Cette topographie des senteurs N-R est pas un hasard. On place ce qui salit près de LAO, ce qui nourrit près de la place, ce qui soigne près de l'église ou de l'apothicaire. Les porteurs d'eau se faufilent, dos courbé, deux seaux au palan. Ils connaissent les maisons aux besoins réguliers, les foyers aisés qui exigent une eau plus claire, puisée en amont, et les échoppes qui se contentent d'une eau plus lourde pour laver la vaisselle ou rincer les tissus. Leur rythme dicte celui du quartier. Sans eux, pas de cuisson, pas de lessive, pas de bain de chat au bassin de cuivre. Les déchets suivent un autre circuit. À certaines heures, on vide le pot par la fenêtre. Pas partout, pas n'importe comment, mais assez pour que les passants connaissent l'art d'éviter les éclaboussures. Dans les villes mieux administrées, des règlements imposent que l'on jette les immondices en dehors des murs le long des fossés. Des charretiers, que l'on appelle parfois ramasseurs de nuit, récupèrent le contenu des fosses pour fertiliser les champs voisins. Rien ne se perd vraiment. La paille souillée sert encore à couvrir un sol trop boueux. Les eaux deviennent outils, les graisses, chandelles. À la tombée du jour, le son se modifie. La cloche du couvre-feu invite à éteindre les feux ouverts, à fermer les volets. Les pas deviennent rares, la garde fait sa ronde. Seules demeurent les braises qui veillent dans les âtres. Le chuchotement de l'eau au lavoir, parfois le cri d'un chat sur un toit d'ardoise. Dans les villages, l'orchestre est plus simple, mais pas moins précis. On entend la faux qui mord l'herbe, le claquement de la batteuse sur l'air, la rivière qui roule entre les saules. Les odeurs sont celles de la terre retournée, du fumier récent, des pommes rangées au frais. On se lave au seau, près du puits ou du bac, et on frotte le linge à grand renfort de cendres lessivielles. Une lessive alcaline que on connaît depuis des générations. Les mains sentent le bois, la laine mouillée, parfois le fer des outils, les ongles gardent la trace des saisons. À table, l'hygiène se mesure à la fraîcheur du pain, à la propreté du couteau, au rinçage de la coupe dans un peu d'eau ou de vin dilué. On se lave les mains avant et après le repas, surtout chez les familles aisées et dans les monastères où la règle le prescrit. Un bassin circule, une serviette commune. On s'y essuie l'excès de graisse, on y efface l'odeur de poisson salé. On y retrouve la sensation simple et nette d'une peau propre. Dans certaines cités, les bains publics font partie du paysage sonore et olfactif. On y entend le glou-glou des cuves qu'on remplit, le bois qui craque sous la chaudière, les rires contenus, le murmure des conversations. Le maître des lieux surveille la température, vend du savon parfumé, propose des linges propres. On se rencontre, on négocie, on se détend, parfois trop, disent les moralistes. L'eau, tiède ou chaude, délasse les muscles, mais elle exige une logistique. Chauffage, remplissage, vidange, nettoyage. Ce n'est pas un luxe quotidien pour tous. C'est un rendez-vous, hebdomadaire pour certains, plus rare pour d'autres. Les maisons des bourgeois révèlent un autre pan de l'hygiène. Le linge. On change de chemise plus souvent qu'on ne prend un bain complet. La chemise de lin absorbe la sueur, protège les vêtements extérieurs et, laver puis sécher au soleil, vaut purification. Être propre, c'est donc, très souvent, porter du propre. Les coiffeurs barbiers entretiennent cheveux et barbe, on coupe court pour éviter les poux, on peigne avec des peignes fins, on parfume légèrement la chevelure avec des huiles d'herbe, romarin, lavande, sauge, quand on en a les moyens. Dans les couvents et les abbayes, l'ordre des heures dicte aussi le soin du corps. La règle n'encourage pas la vanité, mais elle réclame la décence. Mains, visage, parfois pieds, lavés avant l'office. Vêtements réparés, propres autant que possible, latrines à fosse organisées avec une rigueur qui ferait envie à bien des villes. Ces lieux sont des laboratoires d'organisation. Séparation des eaux, gestion des déchets, rotation des tâches. Ce savoir-faire essaime, lentement, par imitation, par réemploi des artisans passés par les chantiers monastiques. Tout cela dessine un monde où l'hygiène n'est pas absente, mais différente. Elle est faite de gestes nombreux, fragmentés, répétés. Se rincer les mains, se peigner,
changer de chemise, frotter les dents avec une branchette de noisetier ou un mélange de sel et d'herbe, laver les pieds poussiéreux avant le coucher. Des gestes modestes, mais tenaces, qui maintiennent la personne digne et présentable selon les codes d'alors. Ce qui choque aujourd'hui, les eaux sales, les bêtes dans les rues, la proximité des métiers odorants, faisait partie de l'équilibre. On vivait avec la matière vivante, ses parfums, ses excès, ses remèdes. Et l'on savait empiriquement que certaines précautions valaient mieux que d'autres. Boire la bière ou le vin léger plutôt qu'une eau douteuse, faire bouillir avant une naissance, couvrir les plaies d'un linge propre, éloigner les tanneries de l'habitation quand on le pouvait. Rien ici n'annonce, à l'œil nu, l'orage qui vient. La vie suit son cours, rythmée par les saisons, par les foires, par les sonneries. Les sens s'habituent aux odeurs, aux sons, aux matières. Le corps connaît ses remèdes. Et pourtant, derrière ce quotidien, un fil invisible se tend déjà sur les routes, de port en port, d'entrepôt en entrepôt. Bientôt, ce monde des petits gestes sera mis à l'épreuve. Et l'eau, le linge, l'air deviendront des questions de survie. Pour comprendre l'hygiène médiévale avant la peste noire, il faut observer les gestes du quotidien, ceux qui, mis bout à bout, maintenaient un certain équilibre entre confort, santé et apparence. Contrairement à l'idée reçue, on se baignait bel et bien au Moyen Âge, mais pas toujours de la même façon ni à la même fréquence. Les bains publics étaient très présents dans les grandes villes d'Europe occidentale. Ils fonctionnaient comme des établissements mixtes ou séparés selon les coutumes locales. On y trouvait plusieurs bassins, eau chaude, tiède, froide. On pouvait s'y laver intégralement, se détendre dans une cuve parfumée aux herbes, ou simplement rincer ses mains et ses pieds après une longue journée. Pour beaucoup de citadins, c'était un rendez-vous hebdomadaire ou bimensuel, en fonction des moyens et du temps disponible. Pour les plus riches, la baignoire pouvait entrer dans la maison. Cuve en bois cerclée de métal, parfois doublée d'un tissu pour éviter les échardes, remplie au seau avec de l'eau chauffée à la cheminée. Le bain était pas seulement une affaire de propreté. Il avait aussi une dimension sociale et médicale. On croyait que l'eau chaude relaxait les muscles, apaisait l'esprit et purifiait le corps des mauvaises humeurs. Les médecins médiévaux, héritiers des savoirs grecs, arabes et latins, recommandaient de se baigner à certaines heures de la journée, selon la saison, pour maintenir l'équilibre interne. Si le bain complet restait occasionnel pour beaucoup, le linge propre était un signe de respectabilité que l'on entretenait plus souvent. La chemise de lin ou de chanvre absorbait la sueur et les impuretés. Changer de chemise revenait à se nettoyer sans eau. Cette pratique, attestée dans les écrits de l'époque, était accessible même aux classes modestes, à condition de posséder au moins 2 chemises, ce qui n'était pas toujours le cas. Dans les foyers aisés, le linge était lavé à l'eau claire, au savon ou à la cendre lessivielle, puis séché au soleil. On pensait que le soleil purifiait les tissus. Les plus riches faisaient parfumer leur linge aux herbes, lavande, thym, menthe, pour éloigner les mauvaises odeurs et, pensait-on, certaines maladies. Le lavage des mains était une pratique courante, encouragée par la religion et les règles de courtoisie. On se lavait avant et après les repas, souvent avec de l'eau parfumée ou légèrement vinaigrée. Des bassins circulaient à table chez les nobles, avec des serviettes fines. Dans les foyers modestes, un simple seau et un torchon faisaient l'affaire. Les pieds, souvent exposés à la poussière et à la boue, étaient lavés régulièrement, surtout avant le coucher. Les monastères, suivant la règle de saint Benoît, prescrivaient le lavage des pieds aux moines, parfois comme geste d'humilité et de fraternité. Le visage, lui, était nettoyé chaque matin à l'eau froide ou tiède. Les femmes pouvaient utiliser des lotions à base de lait, de miel ou d'infusion d'herbes pour adoucir la peau. Les coiffeurs barbiers jouaient un rôle clé dans l'hygiène urbaine. On se faisait couper les cheveux régulièrement, non seulement par souci esthétique, mais aussi pour éviter les poux et autres parasites. Les barbes étaient taillées nettes, entretenues avec des huiles parfumées. Les dents, bien que sans brosse moderne, n'étaient pas négligées. On les frottait avec des morceaux de bois tendre,
souvent du noisetier ou du saule, mâchées à une extrémité pour former une petite brosse naturelle. Des poudres abrasives à base de sel, de charbon de bois ou d'herbes séchées complétaient l'entretien. Les parfums avaient une fonction double: masquer les odeurs corporelles et, selon la médecine de l'époque, protéger contre les miasmes. On portait sur soi de petits sachets remplis d'herbes séchées, romarin, lavande, sauge, menthe ou d'épices comme le clou de girofle et la cannelle. Ces odeurs fortes étaient censées repousser les airs corrompus. Pour comprendre les pratiques d'hygiène avant la peste noire, il faut aussi considérer les deux grandes forces qui structuraient la pensée médiévale, la religion et la médecine savante. Toutes deux façonnaient non seulement ce que l'on faisait pour se laver, mais aussi pourquoi on le faisait. Le christianisme médiéval ne rejetait pas la propreté corporelle, mais il plaçait la pureté spirituelle au premier plan. Se laver pouvait être vu comme un acte d'humilité et de respect envers Dieu, surtout avant les fêtes religieuses ou l'entrée dans un lieu saint. Les ablutions des mains avant la messe, le lavage des pieds lors des cérémonies du jeudi saint, rappelaient que l'eau purifie autant le corps que l'âme. Cependant, certaines voix au sein de l'Église se méfiaient des bains publics, surtout lorsque ces lieux mêlaient loisirs, rencontres et parfois comportements jugés immoraux. Dans certaines régions, on craignait que la promiscuité dans l'eau ne mène au péché. Ailleurs, on voyait le bain comme un luxe excessif. Mais dans les monastères, la gestion de l'hygiène était méthodique. Latrines organisées, points d'eau répartis dans les cloîtres, lavage régulier du linge et des habits liturgiques. Les médecins européens du XIVe siècle travaillaient dans le cadre théorique hérité de l'Antiquité et enrichi par la médecine arabe. L'idée dominante reposait sur la théorie des humeurs. Sang, bile jaune, bile noire et flegme devaient rester en équilibre pour garantir la santé. Se laver, se baigner, se parfumer ou changer de vêtements participaient à maintenir cet équilibre. Les traités médicaux arabes traduits en latin, comme ceux d'Avicenne ou d'Al-Razi, apportèrent des recommandations précises. Varier la température des bains selon la saison, éviter l'eau trop chaude en été, trop froide en hiver, utiliser des herbes médicinales dans l'eau pour prévenir certaines maladies. Ces conseils circulaient dans les écoles de médecine, comme à Montpellier, Salerne ou Bologne, et influençaient les habitudes des élites. L'hygiène médiévale européenne n'était pas isolée. Les croisades, le commerce avec le monde islamique, les échanges avec Byzance avaient introduit de nouvelles pratiques: savon parfumé d'Alep, peigne fin sculpté, techniques de distillation pour fabriquer des eaux aromatiques. Les épices et les herbes venues de loin, cannelle, muscade, clous de girofle, servaient autant à parfumer les mets que à composer des eaux de toilette rudimentaires. Dans certaines villes portuaires, on retrouvait même des établissements de bains inspirés des hammams orientaux, avec pièces chauffées, salles de repos et bassins successifs. Ces lieux étaient méprisés par les marchands et les voyageurs, mais aussi par la bourgeoisie locale qui y voyait un raffinement nouveau. Ce monde d'avant la peste noire reposait donc sur un fragile compromis, une propreté partielle mais régulière, grâce au linge, aux ablutions et aux bains occasionnels, des parfums et des herbes pour masquer les odeurs et, pensait-on, prévenir les maladies. Une conception de l'hygiène intimement liée à la santé et à la morale. Rien ne laissait présager que ces pratiques, perçues comme protectrices, allaient bientôt être bouleversées. Car avec l'arrivée de la peste, tout ce qui semblait sain allait être remis en question. Ce qui protégeait hier pourrait, croyait-on, tuer demain. Et c'est ici que commence le véritable choc. L'irruption de la peste noire qui va redessiner l'hygiène comme la peur elle-même. Avant que la peur ne ferme leurs portes, les bains publics faisaient partie du paysage urbain dans une grande partie de l'Europe. Leur rôle dépassait largement la simple propreté. C'étaient des lieux de détente, de rencontres et parfois de négociation d'affaires. Dans une ville moyenne, un bain public se présentait comme une grande bâtisse en bois ou en pierre, souvent située près d'une source ou d'un puits, ou alimentée par un système de canalisation rudimentaire. À l'intérieur, plusieurs pièces, une salle d'accueil où l'on payait l'entrée,
Des vestiaires pour déposer vêtements et effets personnels. Une ou plusieurs salles de bain avec cuves en bois cerclées de métal, parfois bassins en pierre. Un foyer pour chauffer l'eau, alimenté en permanence par du bois ou du charbon. Dans les établissements plus sophistiqués, des pièces chauffées à la vapeur, inspirées des hammams orientaux. Les clients pouvaient choisir un bain complet, un simple rinçage ou des soins supplémentaires, massage, coupe de cheveux, rasage, application d'huile parfumée. Certains bains offraient même des repas légers à consommer sur place. Pour les citadins aisés, le bain public pouvait être fréquenté chaque semaine. Pour d'autres, c'était un rendez-vous plus rare, peut-être une fois par mois, mais attendu. Les paysans qui se rendaient en ville profitaient souvent de occasion pour se laver dans ces établissements, surtout avant les fêtes religieuses ou les marchés importants. Se rendre au bain n'était pas perçu comme une frivolité. Était un geste de santé. Les médecins recommandaient les bains pour soulager les tensions musculaires, apaiser les fièvres légères ou favoriser la digestion. On adaptait la température de l'eau aux saisons, chaude en hiver, tiède au printemps et à l'automne, fraîche en été. Malgré leur popularité, les bains publics suscitaient parfois des critiques morales. Certains moralistes dénonçaient la mixité des sexes dans certains établissements, jugés propices à la débauche. Des autres rappelaient que excès de bain pouvait affaiblir le corps en ouvrant trop les pores. Mais dans l'ensemble, jusqu'au milieu du XIVe siècle, ces lieux prospéraient. Ils étaient perçus comme un signe de bonne administration urbaine et de raffinement social. L'eau du bain n'était pas laissée brute. On y ajoutait des bouquets d'herbes aromatiques, romarin, sauge, thym, lavande, menthe. Ces plantes étaient censées purifier l'eau, apaiser la peau et, selon les croyances médicales, protéger contre certaines maladies en chassant les airs mauvais. Les riches pouvaient même demander un bain au lait, au vin ou à des décoctions d'herbes rares importées à grands frais. Pour la majorité, cependant, un bain simple, parfumé aux herbes locales, représentait déjà un luxe. Le bain public n'était pas qu'un espace hygiénique. On y échangeait des nouvelles, on y discutait affaires, on y concluait des accords. Dans certains quartiers, les bains étaient attenants aux tavernes ou aux auberges, formant un petit centre de vie nocturne. Ce rôle social rendra leur disparition brutale, lors de la peste noire, encore plus marquante. Car la peur de l'eau chaude, accusée de laisser entrer le poison par les pores, transformera en quelques mois un lieu de santé et de convivialité, en espace suspect. Mais avant cette rupture, il y avait encore d'autres manières de se maintenir propre, même loin des bains publics. Si les bains publics occupaient une place importante dans la vie urbaine, ils n'étaient pas la base quotidienne de l'hygiène médiévale. Le vrai pilier, accessible à presque toutes les couches sociales, c'était le linge propre. Dans la majorité des foyers, la chemise de lin ou de chanvre, plus rugueux et moins coûteux, était le vêtement le plus proche de la peau. Elle absorbait la sueur et les impuretés, protégeant ainsi les vêtements extérieurs, plus difficiles à laver et souvent plus chers à remplacer. Changer de chemise revenait donc à se nettoyer, sans passer par l'eau. Un linge frais donnait l'impression d'un corps propre, et l'odeur du tissu séché au soleil renforçait ce sentiment. Les familles aisées pouvaient se permettre plusieurs changements par semaine. Les plus modestes en avaient souvent 2, alternés au rythme des lessives. Laver le linge était une tâche exigeante, le plus souvent réalisée par les femmes, mais aussi par des lavandières professionnelles dans les villes. On utilisait des battoirs en bois pour frapper le tissu et en chasser la saleté. Le savon, souvent rare et coûteux, était remplacé par la cendre lessivielle, un mélange de cendre de bois tamisé et d'eau qui produisait une lessive alcaline capable de dégraisser. Le linge était ensuite longuement rincé, puis étendu au soleil, car on croyait, à juste titre, que la lumière et le air frais purifiaient le tissu. Ce processus prenait du temps. Dans certaines maisons, la lessive était une activité hebdomadaire. Ailleurs, elle se faisait tous les 15 jours, voire une fois par mois selon les moyens. Un linge qui sentait le soleil et les herbes séchées
valait bien un bain complet dans l'esprit médiéval. Les riches faisaient parfumer leur linge avec de la lavande, de la sauge ou du romarin, parfois glissé entre les plis lors du rangement. Dans les familles plus modestes, on utilisait simplement les plantes disponibles localement. Odeur agréable, n'était pas seulement recherchée pour le confort. Elle était censée protéger contre les maladies. Selon la théorie des miasmes, respirer un parfum sain éloignait les airs corrompus susceptibles d'apporter la maladie. Outre la chemise, d'autres pièces de linge jouaient un rôle important. Les coiffes et bonnets, portés par les femmes et les hommes, protégeaient les cheveux et se lavaient plus facilement que les tuniques. Les mouchoirs, souvent de petits morceaux de tissu, servaient à essuyer le visage ou à filtrer l'air que on respirait, surtout dans les endroits malodorants. Les essuie-mains ou serviettes, toujours présents dans les maisons aisées, accompagnaient les repas. Ces petits gestes, changer de chemise, coiffer ses cheveux, parfumer son linge, formaient une routine invisible mais fondamentale. Ils structuraient le quotidien et marquaient, aux yeux des autres, la frontière entre quelqu'un de soigné et quelqu'un de négligent. Dans les campagnes, où l'accès à l'eau courante et au bain était limité, ce nettoyage sec par le linge propre tenait lieu de véritables rituels d'hygiène. Et, paradoxalement, c'est cette méthode, sans contact prolongé avec l'eau, qui survivra le mieux à l'arrivée de la peste noire. Mais pour que le corps soit vraiment perçu comme propre, il fallait aussi prendre soin des mains, du visage, des pieds et même des dents. Si le linge propre et les bains constituaient les bases de l'hygiène médiévale, le soin du corps passait aussi par une multitude de petits gestes, répétés au quotidien. Ces gestes, souvent discrets, étaient profondément ancrés dans la vie sociale et religieuse. Se laver les mains n'était pas un luxe réservé aux riches, mais un signe de civilité. Dans les foyers aisés, un bassin et une aiguière étaient toujours prêts dans la grande salle. On se rinçait avant et après les repas, avec de l'eau claire ou parfumée au romarin, à la sauge ou au vinaigre dilué. Chez les plus modestes, on utilisait un simple seau et un linge commun. Dans les banquets seigneuriaux, le lavage des mains faisait partie intégrante du rituel. Un serviteur passait avec un bassin d'argent ou de cuivre, versait l'eau tiède et présentait une serviette blanche brodée. Les hôtes se lavaient devant les autres, preuve visible de bonne éducation. Au réveil, il était courant de se passer le visage à l'eau froide pour réveiller les sens et chasser les impuretés. Les femmes des classes aisées utilisaient parfois des lotions à base de lait, de miel ou d'eau florale distillée, rose, fleurs d'oranger. Ces préparations, souvent importées ou coûteuses, étaient également prisées par certaines cours royales. Le visage net était aussi un signe de respect religieux. Se présenter à la messe avec une figure propre montrait on honorait Dieu par sa personne. Dans un monde où la marche était la norme, les pieds étaient essentiels et très exposés. On les lavait régulièrement, surtout le soir, dans un petit baquet, à l'eau tiède si possible. Dans les monastères, le lavage des pieds avait aussi une valeur symbolique d'humilité et de fraternité. Les artisans et paysans utilisaient de la graisse animale ou des huiles pour assouplir la peau et éviter les crevasses. Les sandales, bottes et poulaines de cuir pouvaient, sans entretien, irriter la peau ou provoquer des infections. Les cheveux étaient lavés moins souvent que le corps, mais entretenus avec soin. On les peignait quotidiennement avec des peignes en bois, en os ou en corne, parfois très fins pour traquer les poux. Les femmes tressaient leurs cheveux ou les couvraient d'un voile. Les hommes coupaient court, surtout en été. Les barbiers jouaient un rôle important. Coupe de cheveux, taille de la barbe, soin du cuir chevelu avec des huiles parfumées ou médicinales. Certaines recettes recommandèrent le vinaigre, les décoctions de thym ou d'ortie pour fortifier la chevelure. Contrairement aux idées reçues, on ne négligeait pas la bouche. On utilisait des brindilles de bois tendre, souvent du noisetier ou du saule, mâchées à une extrémité pour former une petite brosse naturelle. Des poudres abrasives à base de charbon de bois, de sel ou de coquilles broyées servaient à frotter les dents et les gencives.
Certains se rinçaient à la bouche avec de l'eau ou du vin dilué après les repas. Dans les milieux aisés, des herbes aromatiques, menthe, persil, clous de girofle, étaient mâchées pour rafraîchir la laine et, pensait-on, protéger contre certaines maladies. Ces gestes quotidiens, modestes mais réguliers, formaient un système d'hygiène pragmatique, adapté aux moyens de chacun. Ils ne garantissaient pas l'absence de maladie, mais ils maintenaient un corps présentable et, selon la logique de l'époque, équilibré. Pourtant, la propreté ne se limitait pas au corps. Elle concernait aussi les objets, la nourriture et tout ce qui entrait en contact avec la vie quotidienne. L'hygiène médiévale ne se limitait pas aux soins du corps. Elle concernait aussi ce que l'on mangeait, la manière dont on préparait les repas et l'entretien des lieux de vie. La propreté domestique, même avec des moyens rudimentaires, suivait des codes précis. Les aliments crus, surtout la viande et le poisson, étaient considérés comme délicats à manipuler. On les conservait par salage, fumage ou séchage. Les poissons, par exemple, arrivaient sur les marchés recouverts de couches épaisses de sel que l'on grattait avant la cuisson. La viande pouvait être suspendue dans les cuisines, enveloppée de linge ou frottée d'herbe pour éloigner les insectes. Le pain, aliment central, se conservait plusieurs jours. On retirait parfois la croûte extérieure pour éviter les zones moisies. Les légumes et les fruits étaient lavés dans l'eau claire, mais rarement avec insistance, l'eau potable étant précieuse. Les herbes aromatiques et les épices, outre leur rôle gustatif, étaient censées corriger la nourriture et protéger contre les maladies. Dans les foyers, on entretenait les ustensiles de cuisine pour éviter les mauvaises odeurs et prolonger leur durée de vie. Les marmites en métal étaient grattées et frottées avec du sable fin ou de la cendre pour enlever les dépôts. Les planches de bois servaient pour découper viande et pain et étaient rincées rapidement après usage. Les assiettes, souvent en bois ou en céramique, étaient lavées à l'eau, parfois avec un peu de cendre ou de sable. Chez les nobles, on utilisait aussi des couverts en argent ou en étain, polis régulièrement. L'éclat du métal était signe de raffinement et de richesse, mais aussi de soin. L'intérieur des maisons, même modestes, faisait l'objet d'un entretien constant. Les sols en terre battue étaient balayés avec des balais de branchage. Dans les maisons plus riches, les sols pavés ou recouverts de dalles étaient frottés à l'eau. On étendait parfois de la paille propre ou des joncs frais, remplacés régulièrement pour absorber l'humidité et les odeurs. Les draps et couvertures étaient secoués et aérés à la fenêtre, surtout par temps ensoleillés. On profitait de la chaleur du soleil pour purifier la literie. Dans les châteaux et les maisons bourgeoises, les tapisseries étaient battues à l'extérieur pour retirer la poussière. Les foyers, sources de chaleur, étaient aussi une manière de purifier l'air. On brûlait du bois, mais aussi des herbes aromatiques ou de la résine pour parfumer l'intérieur. Certaines familles plaçaient des pots de braise avec du romarin ou du genièvre pour dégager une odeur agréable et, pensait-on, chasser les maladies. Les fenêtres, plus petites qu'aujourd'hui, étaient ouvertes par beau temps pour renouveler l'air. Dans les monastères, cette aération faisait partie des règles d'entretien, au même titre que le nettoyage des sols et des murs. Ainsi, avant la peste noire, l'hygiène domestique était faite d'une combinaison de gestes simples, répétés chaque jour: balayer, aérer, laver le linge, nettoyer les ustensiles, parfumer l'air. Ces pratiques, intégrées dans le rythme de vie, permettaient de maintenir un certain niveau de propreté malgré les moyens limités. Mais avec l'arrivée de la peste, ces habitudes vont se transformer. Certaines disparaîtront presque du jour au lendemain, remplacées par de nouveaux gestes dictés par la peur. La peste noire n'est pas née en Europe. Ses racines se trouvent loin, à l'est, dans les vastes steppes et montagnes d'Asie centrale. Là, entre les plaines herbeuses et les chaînes rocheuses, vivaient des colonies de rongeurs sauvages, marmottes, gerbilles, rats, porteurs de la bactérie Yersinia pestis. Cette bactérie, transmise par les puces,
dormaient parfois des années dans un terrier avant de se répandre comme un incendie. Au XIVe siècle, le monde n'était pas encore globalisé comme aujourd'hui, mais il l'était déjà bien plus qu'on ne l'imagine. La route de la soie, réseau d'itinéraires terrestres et maritimes, reliait la Chine à l'Europe. Les caravanes transportaient soie, épices, pierres précieuses et, sans le savoir, des passagers invisibles, les puces infectées. Vers 1346, la peste frappe les comptoirs commerçants de la mer Noire. La ville portuaire de Kaffa, en Crimée, devient un point clé. Assiégée par les Mongols, elle voit les assaillants eux-mêmes succomber à la maladie. Selon certaines chroniques, les corps des morts auraient été catapultés par-dessus les murailles pour terroriser les habitants. Un des premiers exemples connus de guerre biologique. Des navires quittent Kaffa, chargés de marchandises, en direction des grands ports méditerranéens, Constantinople, Alexandrie, Gênes, Marseille. Les cales abritent des cargaisons précieuses et des rats. Les puces, accrochées à leur pelage, descendent à terre dès l'arrivée. En octobre 1347, des galères génoises atteignent Messine, en Sicile. Les habitants sont surpris de voir les marins malades, couverts de bubons, cracher du sang. En quelques jours, la maladie se propage dans la ville. Les tentatives pour chasser les navires échouent, le mal a déjà pris racine. De Messine, la peste se répand comme une traînée de poudre. Vers le nord, en remontant la péninsule italienne. Vers l'ouest, touchant la Sardaigne, puis Marseille en janvier 1348. Vers l'est, atteignant Constantinople et les Balkans. Les déplacements humains, commerce, pèlerinage, guerre, deviennent autant de vecteurs. En quelques mois, la Méditerranée entière est touchée, et la maladie s'apprête à pénétrer profondément dans l'Europe continentale. Pour les contemporains, cette rapidité défie l'entendement. Les médecins, sans connaissance des microbes, cherchent des explications dans les textes anciens, dans les signes du ciel, dans les odeurs de l'air. Certains parlent de miasme, un air corrompu qui pénètre dans le corps. D'autres évoquent un alignement funeste des planètes, signe de la colère divine. On recommande alors de purifier l'air avec des parfums, de se couvrir le visage de tissus imbibés, de brûler des herbes odorantes. Mais déjà, les habitudes changent. On évite les foules, on fuit les villes, et les premiers ajustements d'hygiène apparaissent, dictés non par la science, mais par la peur. Et bientôt, cette peur va bouleverser jusqu'aux gestes les plus quotidiens. Lorsque la peste atteint une ville pour la première fois, la réaction est presque toujours la même, la panique. Les habitants, ne comprenant pas la cause réelle, interprètent les signes à travers le prisme de leurs croyances et de leurs traditions médicales. Dès que les premiers malades apparaissent, ceux qui en ont les moyens quittent les lieux. Les nobles et les riches marchands se réfugient dans leurs domaines ruraux, espérant échapper au mauvais air des cités. Les routes se remplissent de charrettes, de familles chargées de coffres, de serviteurs portant des ballots. Cette migration précipitée contribue paradoxalement à propager la maladie dans les campagnes jusque-là épargnées. Les plus pauvres, eux, n'ont pas cette option. Ils restent dans les villes, cherchant à se protéger comme ils le peuvent, en se cloîtrant chez eux, en évitant les marchés, en priant devant les autels. Les autorités municipales, conscientes de la gravité de la situation mais démunies sur le plan médical, prennent des mesures visibles. Fermeture des bains publics, accusée de favoriser la pénétration des miasmes par la chaleur. Interdiction des grandes foires et rassemblements. Quarantaine des navires arrivant des zones infectées, parfois jusqu'à 40 jours, d'où vient le mot « quarantaine ». Les processions religieuses, qui rassemblaient autrefois des foules pour implorer la miséricorde divine, deviennent elles-mêmes suspectes. Certaines villes les interdisent pour éviter la contagion. Très vite, les gestes du quotidien changent. On délaisse le bain chaud, jugé dangereux. Les médecins conseillent de garder les pores fermés pour empêcher l'entrée du poison invisible. Les gens portent plusieurs couches de vêtements, parfois même en été, pour se protéger de l'air extérieur. Le lavage complet du corps devient rare. On préfère se frotter avec des linges secs ou légèrement parfumés,
ou avec des mélanges à base de vinaigre et d'herbes. Le visage est souvent couvert, un voile pour les femmes, un foulard ou un tissu imbibé pour les hommes. L'usage des parfums, déjà courant, explose. On porte sur soi des sachets d'herbes séchées, romarin, lavande, menthe, sauge, et parfois des épices coûteuses comme le clou de girofle ou la muscade. Les médecins affirment que respirer ces odeurs protège contre les miasmes. Les foyers brûlent des branches odorantes, du genévrier, du laurier. Dans certaines rues, les autorités font allumer des feux pour purifier l'air, remplissant les quartiers d'une fumée épaisse et piquante. La peur transforme la perception du corps et des autres. Tout contact devient suspect. Serrer la main, partager un repas, dormir dans la même pièce. Certains refusent même de parler de trop près, craignant que le souffle transmette le mal. Cette méfiance s'installe vite et elle change profondément les comportements. L'hygiène n'est plus seulement un acte de soin, c'est devenu une barrière contre la mort. Et pourtant, malgré ces précautions, la peste continue de progresser, implacable. Face à un fléau dont on ignore tout du fonctionnement, l'esprit humain cherche des explications. Au XIVe siècle, ces explications viennent des textes anciens, des observations empiriques et de la foi. Les médecins de l'époque, formés dans les universités ou dans les traditions locales, s'appuient sur la théorie des 4 humeurs héritées d'Hippocrate et de Galien. Le sang, la bile jaune, la bile noire, le flegme. La santé dépend de l'équilibre de ces humeurs. La maladie, elle, résulte d'un déséquilibre, souvent provoqué par l'air, l'alimentation ou les émotions. La peste est donc interprétée comme une corruption interne déclenchée par une corruption externe, un air vicié, saturé de miasmes, des particules invisibles issues de matière en décomposition ou de phénomènes célestes. Pour éviter ces miasmes, les médecins conseillent de rester à l'intérieur, fenêtres closes, de se couvrir le visage avec un tissu imbibé de vinaigre ou d'eau de rose, de porter des vêtements amples et superposés pour protéger la peau, de parfumer l'air intérieur avec des plantes aromatiques brûlées, d'éviter les bains chauds, jugés dangereux car ils ouvriraient les pores, de modérer l'exercice physique pour ne pas échauffer le sang et attirer la maladie. L'hygiène devient donc défensive, presque passive. On évite tout ce qui pourrait ouvrir le corps à l'air extérieur. Pour beaucoup, la peste est un châtiment envoyé par Dieu pour punir les péchés des hommes. Dans cette vision, se protéger ne passe pas seulement par le corps, mais aussi par l'âme. On jeûne, on prie, on fait des pénitences publiques. Certaines confréries de flagellants parcourent les routes, se fouettant pour expier les fautes collectives. L'hygiène physique peut aussi avoir un sens spirituel. Se laver les mains et le visage avant la prière, porter des vêtements propres pour honorer Dieu, purifier sa maison comme on purifierait son cœur. Les savants astrologues affirment que la peste est liée à un alignement exceptionnel des planètes, notamment Saturne, Jupiter et Mars, survenu peu avant l'épidémie. Selon eux, cet alignement a altéré l'air et provoqué la peste universelle. Certaines recommandations médicales se basent sur ces calculs astrologiques, conseillant par exemple d'éviter certaines activités ou certains aliments à des dates précises. Peu à peu apparaît la figure du médecin de peste, reconnaissable à sa longue robe cirée, ses gants et surtout son masque en forme de bec rempli d'herbes aromatiques. S'il est plus courant au XVIIe siècle qu'au XIVe, ces prémices existent déjà. On se couvre entièrement, on isole le visage et on filtre l'air avec des odeurs fortes. Ainsi, chaque geste d'hygiène, se couvrir, parfumer l'air, éviter l'eau chaude, découle directement de ces croyances médicales et religieuses. Elles façonnent une Europe où la peur de l'air vicié va transformer la relation à l'eau, au corps et aux autres. Mais même avec toutes ces précautions, la peste avance encore, et bientôt, elle bouleversera jusqu'au fondement de la vie quotidienne. La peste noire ne connaît ni frontières ni saison. En moins de 4 ans, elle balaie presque toute l'Europe, du sud au nord, de l'ouest à l'est, suivant les routes commerciales, les chemins de pèlerinage et les itinéraires militaires. Après la Sicile et Marseille en 1347,
La maladie gagne rapidement. 1348. L'Italie entière, la France, l'Espagne et l'Angleterre. 1349. L'Allemagne, les Flandres, l'Irlande, la Scandinavie. 350, 351. La Russie, la Pologne, la Hongrie, les Balkans. Aucune région n'est épargnée, à l'exception de quelques enclaves isolées. Les campagnes sont touchées aussi sévèrement que les villes, car la fuite des populations transporte le mal partout. Les estimations modernes suggèrent que 30 à 50% de la population européenne disparaît en quelques années. Dans certaines villes, la mortalité dépasse 70%. Les villages entiers se vident, abandonnés par les survivants ou faute d'habitants. Les rues deviennent silencieuses, les marchés se vident, les églises ne résonnent plus que des chants funèbres. Et avec la disparition des artisans, des paysans, des serviteurs, les routines d'hygiène et d'entretien des villes se désagrègent. Avec tant de morts, l'entretien des espaces publics devient impossible. Les ordures s'accumulent dans les rues. Les cadavres humains et animaux, faute de fossoyeurs, restent de parfois plusieurs jours sans être enterrés. Cette situation aggrave la peur des miasmes. On brûle davantage d'herbes, on ferme encore plus les maisons et l'air intérieur devient plus chargé que jamais. Les familles qui le peuvent se barricadent chez elles. Les fenêtres restent closes, les portes verrouillées. Les visiteurs sont tenus à distance. On parle à travers les murs ou les volets, on échange des biens en les laissant à l'extérieur, parfois arrosés de vinaigre avant d'être touchés. Cette méfiance radicale transforme les relations humaines. Même les proches hésitent à se soigner mutuellement, de peur de mourir à leur tour. L'idée que l'eau puisse ouvrir le corps au poison extérieur devient dominante. Les bains publics, autrefois centres sociaux, ferment presque partout. On évite l'eau sur la peau, sauf pour de petites ablutions avec du vinaigre ou des infusions parfumées. La propreté se mesure désormais moins à la fraîcheur du corps qu'à l'absence de contact avec l'air extérieur. La peste, par sa violence, impose un nouveau modèle d'hygiène, fermé, isolé, parfumé, évité. Ce modèle, forgé dans l'urgence, restera profondément ancré bien après la disparition du fléau. Et est dans ce contexte que L'Europe va entrer dans une nouvelle ère de hygiène, ou plutôt de méfiance vis-à-vis de l'eau et du contact humain. Avec l'arrivée de la peste, l'hygiène change de nature. Avant, elle visait à préserver la santé et la dignité sociale. Désormais, elle devient un rempart défensif, dicté par la peur, les rumeurs et les conseils médicaux de l'époque. Les bains publics ferment les uns après les autres, jugés dangereux. L'eau, perçue comme un vecteur possible de la maladie, inspire la méfiance. Les médecins affirment qu'elle dilate les pores et permet au poison D d'entrer dans le corps. Les bains chauds sont particulièrement déconseillés. Les rares ablutions se font à l'eau froide ou tiède et le plus souvent de manière partielle, mains, visage, parfois les pieds. Le corps entier, lui, est rarement lavé pendant toute la durée de l'épidémie. On privilégie le nettoyage à sec, se frotter le corps avec des linges propres, parfois imprégnés de vinaigre, de vin ou d'eaux aromatiques. Les vêtements eux-mêmes sont parfumés ou frottés avec des herbes odorantes pour repousser les miasmes. Dans les maisons aisées, on change de linge plus souvent qu'avant. Chemises, draps, serviettes, croyant que les tissus frais absorbent et piègent la corruption de l'air. Certains dorment même dans plusieurs couches de draps qu'ils remplacent chaque jour. Les sachets d'herbes, déjà populaires, deviennent omniprésents. On les porte autour du cou, à la ceinture, dans les manches. On y met romarin, lavande, thym, menthe et parfois des substances plus coûteuses comme l'ambre gris ou le musc. Les médecins recommandent aussi de respirer régulièrement des fumées purifiantes. On brûle du genièvre, du laurier, des écorces d'agrumes. Dans certaines rues, les autorités entretiennent des brasiers allumés en permanence. Une croyance répandue veut que certaines couleurs repoussent la peste, notamment le rouge.
Beaucoup portent donc des vêtements rouges ou doublés de tissus écarlates. Les tissus épais, comme la laine, sont privilégiés pour bloquer les miasmes, même si cela rend la chaleur étouffante en été. Dans les villes, les bains publics, autrefois animés, sont désormais vides et silencieux. Les établissements qui restent ouverts changent leurs pratiques. Ils imposent des horaires réduits, limitent le nombre de clients et exigent parfois que, on se lave avec du vinaigre avant d'entrer dans la cuve. Mais la majorité ferme définitivement leurs portes, scellant un tournant historique dans la relation des Européens avec l'eau et la propreté. Ainsi, pendant la peste, se laver moins devient paradoxalement synonyme de mieux se protéger. L'hygiène n'est plus synonyme de fraîcheur, mais de prudence extrême. Et ce nouveau rapport au corps ne se limite pas au lavage. Il transforme aussi la manière de vivre dans sa maison et de manipuler les objets du quotidien. La peste ne change pas seulement la manière dont on s'occupe de son corps. Elle transforme aussi en profondeur l'entretien de la maison, qui devient un lieu à défendre contre un ennemi invisible. Puisque l'on croit que la maladie voyage dans l'air, on surveille chaque courant d'air. Les fenêtres restent closes, parfois calfeutrées, avec des tissus trempés dans du vinaigre ou des infusions parfumées. On préfère vivre dans une atmosphère confinée mais jugée purifiée, plutôt que de laisser entrer l'air extérieur suspect. Pour nettoyer cet air, on brûle en permanence des herbes et résines odorantes, romarin, genévrier, encens, myrrhe. Dans les foyers riches, ces fumigations deviennent presque un rituel quotidien, comparable à une prière silencieuse contre le mal. Les sols sont régulièrement balayés pour éviter accumulation de poussière. Elle aussi soupçonnée de contenir des miasmes. Dans certaines maisons, on répand sur le sol des herbes aromatiques fraîches ou des pétales qui dégagent un parfum protecteur lorsqu'on marche dessus. Les murs, eux, peuvent être badigeonnés de chaux, surtout dans les pièces où un malade a séjourné. La chaux, réputée purifiante, est aussi utilisée pour couvrir les zones où l'on a enterré rapidement des cadavres à proximité. Tout ce qui vient de l'extérieur est traité avec méfiance. Les ustensiles, la vaisselle et même les pièces de monnaie sont parfois lavées dans du vinaigre avant d'être utilisées. Certains déposent leurs achats ou leurs colis au soleil pendant plusieurs heures, convaincus que la chaleur chasse le poison. Dans les familles qui peuvent se le permettre, on réduit le nombre d'objets manipulés par plusieurs personnes. Les couverts deviennent plus individuels et l'on évite de partager des plats ou des gobelets. Les draps et couvertures, en contact direct avec le corps, sont perçus comme de potentiels pièges à miasmes. On les change plus souvent, on les secoue à la fenêtre ou on les expose à la fumée de plantes odorantes. Parfois, on les fait bouillir. Mais cela reste rare, car l'eau chaude est toujours vue avec suspicion. Les vêtements sont parfumés, suspendus à des crochets pour éviter qu'ils touchent le sol et battus régulièrement pour enlever la poussière. Le seuil de la maison devient un véritable poste de défense. On y place des récipients de vinaigre pour y tremper les mains en entrant, ou des tissus imbibés que l'on effleure en passant. Dans certains foyers, on trace même des signes religieux à la craie ou au charbon sur la porte, convaincus que cela éloignera la maladie. La maison n'est plus seulement un abri, elle devient un espace hermétique, presque sacré, où chaque geste de nettoyage est une arme invisible. Mais même barricadés, les habitants savent que la peste peut frapper à tout moment. Et ils redoublent alors de précautions alimentaires pour limiter le danger. Pendant la peste noire, l'alimentation devient un domaine où la peur s'invite à chaque repas. Puisque l'air est jugé dangereux, tout ce qui a été exposé au vent ou au souffle un malade est considéré comme suspect. Les gestes pour se nourrir changent profondément. On privilégie les produits jugés sains selon les critères médicaux de l'époque. Les viandes rôties plutôt que bouillies, le pain bien cuit, les légumes secs et les céréales, les fruits mûrs mais pas trop juteux. On évite les aliments crus ou trop humides, car on pense qu'ils favorisent la corruption des humeurs. Les plats très épicés sont prisés. Poivre, gingembre, cannelle, censés réchauffer le corps et repousser la maladie. Avant de cuisiner,
On parfume parfois la cuisine avec des herbes brûlées pour purifier l'air. Les viandes sont cuites longuement, les légumes bien lavés, souvent dans de l'eau mêlée de vinaigre. Dans les maisons aisées, les cuisiniers portent des gants en tissu ou en cuir pour éviter un contact direct. Les ustensiles, planches à découper, couteaux et marmites sont nettoyés plus souvent que déo ordinaire, parfois simplement frottés avec un linge imbibé déo, alcool ou de vin, car l'eau chaude reste redoutée. Le vin, considéré comme plus sûr que l'eau, devient la boisson privilégiée dans de nombreuses villes. On le mélange parfois à des décoctions de plantes médicinales, créant des breuvages censés fortifier le corps. Les infusions parfumées à la menthe, au romarin ou à la sauge sont également populaires. Certains médecins recommandent de boire chaque matin un petit verre de vin chaud aux épices pour réchauffer les humeurs et protéger les organes internes. Les marchands et les acheteurs prennent de nouvelles précautions. Dans les marchés, on manipule les denrées avec des linges et, on évite de porter les mains à la bouche après avoir touché de la nourriture exposée. Les achats sont parfois passés à la fumée des herbes ou trempés rapidement dans du vinaigre avant d'être consommés. Les banquets et repas en commun, autrefois fréquents, deviennent rares. On préfère manger en petits comités, souvent en famille restreinte, et en maintenant une certaine distance entre les convives. Le partage direct de plats ou de couverts est évité au profit de portions individuelles. Manger pendant la peste noire est donc pas seulement un acte de survie calorique, est un rituel de protection. Chaque bouchée, chaque gorgée est précédée d'un ensemble de gestes qui mêlent hygiène, superstition et médecine traditionnelle. Mais l'hygiène alimentaire n'est qu'un aspect. La protection la plus visible, celle qui deviendra un symbole, se porte directement sur le corps. Pendant la peste noire, l'hygiène ne se limite plus au corps ou à la maison. Elle devient visible à travers la manière de se vêtir. Les vêtements, accessoires et masques sont pensés comme des armures contre un ennemi invisible. La conviction dominante veut que les pores de la peau soient des portes d'entrée pour la maladie. Pour les fermer, on porte plusieurs couches de vêtements, même par temps chaud. La laine épaisse est privilégiée, car elle est censée retenir la chaleur corporelle et bloquer les miasmes. Certains dorment habillés, estimant qu'il est dangereux de laisser la peau nue exposée à l'air, même la nuit. Une superstition répandue affirme que le rouge protège contre la peste, car il échauffe le corps et empêche la pénétration du poison. On porte donc des doublures écarlates, des ceintures rouges ou même des sous-vêtements teintés pour bénéficier de cette prétendue protection. Les vêtements peuvent être imprégnés de parfums, eau de rose, vinaigre aux herbes ou mélanges aromatiques. On glisse des sachets d'herbes dans les poches, les manches ou entre deux couches de tissu. Ces parfums sont censés purifier l'air inhalé et repousser les miasmes. La forme la plus rudimentaire est un simple foulard ou un voile imbibé de vinaigre, noué devant la bouche et le nez. Les plus riches disposent de masques plus élaborés, pièces de tissu cousues pour couvrir tout le bas du visage, parfois décorés, mais surtout fonctionnels. Le fameux masque en bec associé au médecin de peste apparaîtra pleinement au XVIIe siècle, mais son principe, mettre des herbes aromatiques devant les narines, est déjà utilisé. Le contact physique étant suspect, on porte souvent des gants, en cuir ou en tissu. Certains sont doublés d'herbes sèches pour renforcer la protection. Les cannes ou bâtons servent à déplacer des objets ou à écarter les tissus sans toucher directement. On évite de marcher pieds nus ou en chaussures fines. Les semelles épaisses sont préférées pour éviter de capter la corruption supposée présente sur le sol. Dans certains cas, on imbibe même les semelles d'huile parfumée. Dans cette Europe en crise, l'apparence devient un langage. Un corps couvert, parfumé, parfois coloré de rouge, dit au monde que son porteur lutte, à sa manière, contre la mort qui rôde. Mais malgré ces précautions visibles, la peste continue de frapper. Et lorsque la vague s'atténue enfin, c'est toute la conception de l'hygiène qui se retrouve transformée pour des générations. Lorsque la peste noire finit par reculer, l'Europe est méconnaissable. Les survivants vivent dans un monde silencieux,
marquée par les pertes humaines et la peur résiduelle d'un retour du fléau. Cette transformation ne touche pas seulement la démographie, où L, économie, LS, ancre aussi dans les gestes du quotidien. Les estimations modernes parlent de 25 à 50 millions de morts en Europe, soit près de la moitié de la population. Les villes, naguère animées, comptent des rues entières vides. Dans les campagnes, des villages entiers sont abandonnés, parfois engloutis par la végétation. Cette réduction massive de la population entraîne un changement dans la structure sociale. Les survivants peuvent réclamer de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail, et parfois imposer leurs propres habitudes de vie et d'hygiène. L'activité commerciale reprend lentement. Les marchés, foires et lieux de sociabilité rouvrent, mais la fréquentation reste prudente. On garde en mémoire que les rassemblements ont été des foyers d'infection, et cette méfiance s'installe durablement. Même lorsque la peur immédiate s'atténue, certaines pratiques imposées par la peste perdurent. Réduction du contact physique avec les inconnus, port de vêtements couvrants, utilisation d'herbes parfumées dans les maisons. Les bains publics, pour beaucoup, ne rouvrent pas. Les municipalités, influencées par la mémoire de la contagion, jugent ces lieux trop risqués. Dans plusieurs régions, il faudra attendre la fin du Moyen Âge pour que, on revoie des établissements publics dédiés aux bains complets. En revanche, le nettoyage à sec, les frictions avec du vinaigre ou des eaux parfumées, ainsi que l'usage intensif des linges, restent courants dans toutes les classes sociales. La croyance selon laquelle l'eau ouvre le corps aux maladies reste ancrée pendant des générations. Même au XVe siècle, alors que la peste connaît de nouvelles vagues, on continue à privilégier les parfums, les fumigations et le changement de linge à l'eau pure. Ce changement de paradigme va influencer toute la conception médiévale puis renaissante de l'hygiène, où la propreté se mesure moins par la fréquence des bains que par la fraîcheur des vêtements et la bonne odeur corporelle. Après la peste noire, l'Europe ne reprend pas simplement ses habitudes d'avant, elle en invente de nouvelles, forgées dans la peur, mais aussi dans un désir profond de se protéger d'un futur invisible et menaçant. Et pourtant, malgré ce traumatisme, d'autres vagues de peste frapperont encore. Et à chaque fois, ces réflexes d'hygiène se réactiveront comme une mémoire collective gravée dans le quotidien. Après la peste noire, les Européens ne reviennent pas à leurs anciennes certitudes. Au contraire, les explications médicales et religieuses qui semblaient avoir protégé les survivants deviennent des dogmes. Puisque ceux qui ont survécu ont souvent suivi les conseils des médecins, éviter les bains chauds, parfumer l'air, changer fréquemment de linge, ces recommandations gagnent en crédibilité. Les médecins médiévaux les présentent comme des vérités confirmées par l'épreuve. On rédige de nouveaux traités d'hygiène appelés Regimina Sanitatis, règlements de santé qui codifient la vie quotidienne. Se lever et se coucher à des heures fixes, éviter les excès alimentaires, protéger le corps des vents froids, parfumer régulièrement l'air de sa maison. Les autorités religieuses, voyant que les pratiques pieuses, processions, prières, jeûnes, ont apporté réconfort aux populations, continuent à les encourager. La propreté corporelle avant la messe, le port de vêtements propres et, entretien du foyer, sont présentés comme des devoirs spirituels autant que physiques. Dans certaines régions, on bénit l'eau destinée aux ablutions partielles, ajoutant ainsi un symbole sacré aux gestes d'hygiène. Les herbes odorantes et les parfums gagnent une valeur morale. Une personne qui sent bon est perçue comme soignée, mais aussi comme disciplinée et pieuse. À l'inverse, une odeur forte ou de saleté est associée non seulement à la maladie, mais aussi au péché et à la négligence de l'âme. Les frictions au vinaigre ou aux eaux florales deviennent des habitudes quotidiennes dans les classes aisées. Même dans les campagnes, on entretient des bouquets d'herbes sèches dans les maisons, rappelant la peste comme un souvenir tangible. Certains gestes de politesse changent aussi. Au lieu de se serrer la main, on salue parfois à distance ou en posant la main sur sa poitrine. Ce comportement, né de la peur de la contagion, se transforme en marque de respect.
Les croyances médicales et religieuses fusionnent pour former une nouvelle culture de l'hygiène où chaque geste du quotidien, du choix des vêtements à l'air respiré, est guidé par l'idée de préserver à la fois le corps et l'âme. Mais cette nouvelle culture est pas seulement une affaire de santé. Elle influence aussi l'urbanisme et l'organisation des villes qui vont elles aussi se transformer. Lorsque la peste noire recule, les villes européennes portent encore les cicatrices de la catastrophe. Rues désertées, bâtiments à l'abandon, infrastructures mal entretenues. Pourtant, ce vide devient l'occasion de repenser certains aspects de l'espace urbain. Dans plusieurs cités, les autorités profitent des zones dévastées pour élargir certaines rues et places. La croyance que l'air doit circuler librement pour éviter les miasmes conduit à réduire les passages étroits et à abattre certains bâtiments insalubres. Cette volonté d'aération deviendra un principe durable dans l'urbanisme. De nombreuses villes établissent des espaces réservés aux malades, à l'extérieur des remparts. Ces lieux, qui deviendront plus tard des lazarets, sont conçus pour limiter le contact entre les malades et la population saine. Ils imposent aussi une distance psychologique. Le danger est repoussé hors des murs. L'état des ordures laissées à abandon pendant la peste sont rapidement perçus comme des menaces. Les municipalités organisent donc plus régulièrement le ramassage et l'enfouissement des détritus. Certaines imposent des amendes aux habitants qui jettent les déchets devant leurs portes. Les puits et fontaines, longtemps négligés, font l'objet d'une attention particulière. On les couvre, on nettoie leurs abords et on limite parfois leur accès pour éviter qu'ils ne soient souillés par des malades. L'eau, bien que toujours suspecte pour le bain, reste essentielle pour la boisson et la cuisine. Les villes renforcent la présence d'inspecteurs ou de gardes chargés de signaler tout signe de maladie. Ces hommes peuvent aussi exiger la fermeture de maisons jugées insalubres ou forcer le nettoyage de certaines rues. Ainsi, la peste noire laisse derrière elle non seulement une mémoire douloureuse, mais aussi une première ébauche d'hygiène publique organisée. Un pas modeste, mais décisif, vers la santé urbaine moderne. Et pourtant, malgré ses efforts, la peur ne disparaît pas. Elle façonne même la culture et l'art de l'époque, qui continueront à rappeler la fragilité de la vie. La peste noire ne se contente pas d'avoir décimé l'Europe. Elle laisse derrière elle un poids invisible, une peur collective qui s'exprime dans l'art, la littérature et les gestes quotidiens. Même des décennies après la première grande vague, les conversations, les sermons et les chansons populaires évoquent la peste. Les récits des survivants circulent comme des mises en garde. On se transmet aussi, de génération en génération, les bons gestes qui auraient permis d'échapper au fléau. Les fresques, vitraux et manuscrits illustrent des scènes de peste passées, souvent avec un accent sur les protections utilisées. Masques, linge parfumé, processions religieuses. Ces représentations contribuent à ancrer l'idée que la propreté, au sens médiéval du terme, est indissociable du salut. Les habitudes prises pendant la peste, éviter les bains chauds, porter plusieurs couches de vêtements, parfumer l'air, deviennent des réflexes même en temps de paix sanitaire. Elles ne reposent pas toujours sur une base scientifique, mais elles procurent un sentiment de sécurité, ce qui suffit à les rendre durables. Dans certaines villes, les manuels scolaires incluent des conseils d'hygiène élémentaires. On apprend aux enfants à se couvrir le visage par temps d'épidémie, à éviter certains aliments dangereux et à garder leur espace de vie propre. L'hygiène devient ainsi une valeur culturelle, transmise aussi naturellement que les prières ou les bonnes manières. La peur des miasmes transforme le parfum en symbole social. Avoir une maison parfumée ou des vêtements odorants n'est pas seulement signe de richesse, mais aussi d'honneur et de vigilance. Les marchés de plantes aromatiques et d'épices connaissent ainsi un essor durable. La peste noire, en bouleversant la vie et les croyances, installe dans l'Europe médiévale une nouvelle norme de propreté, marquée par la prudence, la superstition et la mémoire de la mort. Et même si les épidémies futures feront évoluer ces règles,
Elle, ombre de la grande peste, continuera de planer sur chaque geste des hygiènes pendant des siècles. Mais pour comprendre pleinement cette transformation, il faut se pencher sur les héritages indirects, l'impact sur la médecine, sur les échanges commerciaux et sur la relation que les Européens entretiennent avec la santé elle-même. La peste noire a été un test brutal pour la médecine médiévale. Jamais auparavant les médecins n'avaient été confrontés à une catastrophe d'une telle ampleur, et rarement leurs méthodes avaient été autant remises en question. Avant 1347, les soins reposent principalement sur la théorie des 4 humeurs héritées de l'Antiquité: le sang, la bile jaune, la bile noire et le flegme. Les maladies sont vues comme un déséquilibre de ces fluides que l'on tente de rétablir par les régimes alimentaires, les purges, les saignées, l'usage de plantes médicinales. La prévention passe par un mode de vie ordonné, air pur, nourriture équilibrée, exercice modéré. La peste noire met en lumière l'impuissance de ces méthodes. Les saignées et les purges échouent à sauver les malades. Les conseils sur l'air et l'alimentation, bien qu'appliqués, n'empêchent pas la propagation du fléau. Pourtant, au lieu d'abandonner leurs théories, les médecins les adaptent. Ils affirment que la peste est un mal nouveau, qui nécessite des variations dans les recettes connues et multiplie les expérimentations. Certaines municipalités engagent des médecins de peste rémunérés pour soigner les malades et donner des instructions à la population. Même si leurs résultats sont modestes, leur présence contribue à structurer une médecine publique embryonnaire. Ces médecins tiennent parfois des registres notant les symptômes, la durée de la maladie et les traitements tentés. Ces documents, bien que rares, constituent une première forme de collecte de données médicales à grande échelle. Si la peste pousse à l'observation et à l'expérimentation, elle renforce aussi certaines croyances erronées. L'idée que les astres influencent directement la santé, la croyance que certaines odeurs repoussent infailliblement la maladie, l'association entre propreté religieuse et santé physique. Ainsi, le savoir médical progresse par à-coups, mêlant intuition juste et erreur persistante. En somme, la peste noire agit comme un miroir. Elle révèle les forces et les faiblesses de la médecine médiévale, tout en amorçant un lent chemin vers une approche plus scientifique. Et cette transformation ne se limite pas à la pratique médicale. Elle touche aussi l'organisation des soins et la manière dont les hôpitaux vont évoluer. Lorsque la peste noire recule, Europe réalise une vérité brutale. Ces structures de soins sont insuffisantes pour affronter de telles crises. Les hôpitaux, souvent rattachés à des institutions religieuses, ne peuvent accueillir tous les malades, et encore moins leur fournir des soins adaptés. Au XIVe siècle, un hôpital n'est pas un centre de soins au sens moderne. Il s'agit plutôt d'un lieu d'accueil pour les pauvres, les pèlerins, les orphelins et parfois les malades. Le rôle principal est la charité chrétienne, offrir un lit, de la nourriture et un environnement pieux. Les soins médicaux y sont rudimentaires et souvent confiés à des religieux. Les chirurgiens et médecins laïcs y interviennent rarement de manière régulière. La vague de peste noire submerge ces institutions. Beaucoup ferment temporairement par manque de personnel, les moines et nonnes étant eux-mêmes frappés par la maladie. D'autres sont convertis en maisons d'isolement où l'on envoie les malades sans espoir de guérison, simplement pour protéger la communauté. Face à la mémoire du désastre, certaines villes établissent, dès la fin du XIVe siècle, des bâtiments spécifiquement conçus pour accueillir les victimes d'épidémies. Ces espaces, souvent en périphérie urbaine, préfigurent les futurs lazarets. Ils sont pensés pour limiter la contagion. Chambres espacées, fenêtres ouvertes pour l'aération, zones séparées pour les malades et les soignants. Les autorités civiles prennent conscience que la santé publique ne peut reposer uniquement sur la charité religieuse. Elles commencent à financer l'entretien des hôpitaux et à salarier certains médecins. Dans les grandes villes comme Florence ou Paris, on instaure des règlements sanitaires imposant la propreté minimale dans ces lieux. La peste incite à réfléchir à la prévention autant qu'au traitement. On met en place des procédures de nettoyage,
On brûle les draps et vêtements contaminés, on ventile les pièces. Ces gestes, bien que dictés par des croyances miasmatiques, anticipent parfois des principes modernes de lutte contre les infections. Ainsi, les hôpitaux médiévaux sortent de la peste noire profondément transformés. Moins comme des refuges caritatifs passifs et plus comme des acteurs encore balbutiants de la santé collective. Et dans le sillage de cette évolution, c'est toute la formation des praticiens qui va elle aussi connaître un tournant. La peste noire ne modifie pas seulement les infrastructures de soins. Elle transforme aussi la manière dont on forme les praticiens et dont on transmet les savoirs médicaux. Avant la peste, les universités européennes, comme celles de Bologne, Montpellier ou Paris, enseignent la médecine surtout à partir de textes antiques, Hippocrate, Galien, Avicenne. Ces œuvres sont considérées comme des autorités indiscutables. La pratique clinique est limitée et l'observation directe du malade n'est pas au cœur de l'enseignement. Lorsque la peste frappe, cette dépendance au texte est mise en défaut. Certains maîtres admettent qu'aucune référence ancienne ne décrit exactement ce qu'ils observent. Cela pousse quelques enseignants à encourager davantage l'étude des symptômes réels. Des médecins commencent à consigner précisément l'évolution des bubons, la durée des fièvres, l'ordre d'apparition des symptômes, l'efficacité relative des traitements. Même si ces notes restent mêlées de croyances astrologiques ou religieuses, elles représentent un premier pas vers une médecine empirique. Après la peste, les étudiants en médecine sont plus souvent amenés à se former sur le terrain, notamment lors de petites épidémies locales. Cette pratique, jadis rare, devient un élément reconnu de l'apprentissage. On assiste également à une montée en importance des chirurgiens barbiers, qui interviennent directement sur le corps et acquièrent un savoir pratique apprécié. La peste pousse à la circulation des médecins et des traités à travers l'Europe. Un remède supposé efficace à Florence peut être essayé à Londres en quelques mois. Ces échanges favorisent une certaine homogénéisation des pratiques, mais aussi la diffusion rapide des erreurs. Peu à peu, certains praticiens osent remettre en cause certaines théories anciennes, non pas pour les abandonner, mais pour les adapter. Idée que il faut confronter les textes à expérience vécue, commence à enraciner. C'est un mouvement lent, mais qui prépare le terrain pour les révolutions médicales de la Renaissance. La peste noire agit donc comme un accélérateur discret. Elle n'efface pas les traditions, mais elle introduit dans esprit des médecins, idée que observation directe, est une arme précieuse contre est inconnue. Et cette transformation de esprit médical, va aussi inspirer les premières tentatives de recherche systématique sur les épidémies. À la suite de la peste noire, un changement subtil mais décisif se produit. Certains savants et autorités commencent à s'intéresser non seulement aux malades, mais aussi aux mécanismes de propagation de la maladie. Les chroniqueurs et médecins notent que la peste ne frappe pas partout au même moment. Elle suit souvent les routes commerciales et touche aborde les villes portuaires avant de gagner à l'intérieur des terres. Ces observations conduisent à une idée nouvelle. La maladie voyage. Dans quelques villes italiennes et flamandes, on tient des registres indiquant la date d'apparition des premiers cas, le nombre de morts par semaine, la durée de l'épidémie. Ces relevés, encore imprécis, constituent les premiers embryons de statistiques sanitaires. C'est à cette époque que la quarantaine devient une mesure officielle. Venise, pionnière, impose aux navires arrivant de zones infectées de rester 40 jours à l'ancre avant de débarquer hommes et marchandises. Cette pratique, d'abord empirique, repose sur idée que la maladie est un elle-même si on limite les contacts. Certaines cités établissent des cordons sanitaires, interdisant la sortie ou l'entrée dans des zones touchées. On comprend que réduire les déplacements ralentit la propagation, même si la cause réelle, la puce du rat, reste inconnue. Peu à peu, ces observations et mesures s'intègrent dans les règlements municipaux. Elles préfigurent une approche plus rationnelle de la santé publique, où l'organisation et la discipline collective deviennent aussi importantes que les remèdes. Ainsi,
Sans le savoir, l'Europe médiévale jette les bases de la gestion moderne des épidémies. Observation, consignation, isolement, des méthodes encore rudimentaires, mais qui montrent que face à une menace invisible, comprendre sa diffusion est aussi vital que soigner ses victimes. Et pourtant, malgré ces progrès, la peste reviendra, encore et encore, testant à chaque fois cette fragile science naissante. La peste noire de 1347-1352 n'est pas un événement isolé. Elle marque le début une longue série de vagues épidémiques qui reviendront frapper, Europe pendant des siècles, chacune réveillant les peurs et les pratiques héritées de la première grande catastrophe. À peine quelques années après la fin de la première vague, de nouvelles flambées surgissent dans différentes régions. La peste revient en 1361, frappant surtout les enfants et les jeunes adultes, ceux qui avaient été épargnés ou nés après 1347. On l'appelle parfois la peste des enfants. Cette variation des victimes choque la population. Même ceux qui se croyaient protégés par expériences passées, sont vulnérables. Chaque résurgence a ses particularités. Parfois, la maladie est plus rapide, parfois plus lente. Elle peut se concentrer dans les ports ou, au contraire, dans les campagnes. Cette imprévisibilité empêche tout sentiment durable de sécurité. À chaque vague, on ressort les recettes connues. Fermer les bains publics, multiplier les processions et les prières, accrocher des bouquets d'herbes aux portes, parfumer les vêtements et les cheveux, éviter les rassemblements. Même lorsque certaines pratiques n'ont pas prouvé leur efficacité, elles rassurent. Et cette sensation de contrôle devient une forme de protection psychologique. Les récits de la première peste servent de guide. Les vieux racontent aux jeunes ce qu'il faut faire et éviter, créant une tradition orale de l'hygiène épidémique. Ainsi, les réflexes nés au XIVe siècle se transmettent presque intacts jusqu'au XVIIe. Ces vagues répétées forcent les Européens à vivre dans un état d'alerte sanitaire permanent, où la propreté et la prévention deviennent des éléments centraux de la vie sociale. Mais chaque retour de la peste apporte aussi son lot d'innovation et d'adaptation. Si les gestes hérités de la première peste restent profondément ancrés, chaque nouvelle vague apporte des ajustements et des inventions qui transforment peu à peu les pratiques. Les premiers masques de médecins à long bec apparaissent progressivement au XVIIe siècle, mais leurs prototypes sont bien plus anciens. Dès le XVe siècle, certains soignants utilisent des linges épais imbibés de vinaigre ou des herbes placées sur le nez et la bouche. On croit que ces barrières filtrent les miasmes et permettent de respirer un air purifié. Au fil des siècles, l'expérience des quarantaines s'affine. Les villes portuaires, comme Marseille ou Venise, perfectionnent leurs lazarets. Zones distinctes pour les malades, les convalescents et les voyageurs sains, système de ventilation, brûlage systématique des effets personnels contaminés. Ces structures deviennent des références dans la lutte contre les épidémies. Lors de chaque vague, les marchés sont réorganisés. Étals espacés, limitation des horaires, contrôle des produits venant de l'extérieur. Les bains publics, souvent fermés dès les premiers signes de contagion, ne rouvrent qu'après de longues périodes, ce qui renforce leur association avec le danger. Certaines familles urbaines fuient systématiquement vers la campagne à la moindre rumeur d'épidémie. Les maisons rurales sont alors entretenues avec des précautions particulières. Fumigation régulière, stockage séparé des vêtements de ville, usage accru d'herbes séchées pour parfumer l'air. À partir du XVIe siècle, certaines villes instaurent des bulletins de mortalité hebdomadaires. Ces rapports, affichés publiquement, indiquent les quartiers touchés et le nombre de morts, incitant les habitants à éviter certaines zones. C'est une étape vers une communication sanitaire organisée. Chaque nouvelle vague de peste agit donc comme un laboratoire d'expérimentation. On affine les méthodes, on invente des outils et on renforce la discipline collective. Même si la science derrière ces mesures reste imparfaite, leur efficacité psychologique et parfois pratique consolide leur adoption. Et à mesure que les siècles passent, l'hygiène contre la peste devient presque un art,
À force de revenir, la peste ne se contente pas de modifier les habitudes. Elle finit par laisser une empreinte physique et culturelle dans Europe urbaine. Les zones les plus touchées lors des précédentes épidémies deviennent souvent des quartiers transformés. On élargit certaines rues, on aménage des places ouvertes pour laisser passer l'air. Les marchés couverts sont aérés par de grandes ouvertures et les habitations sont parfois reconstruites avec des cours intérieurs ventilés. Conscients de l'importance de l'eau pour la boisson et l'hygiène minimale, les pouvoirs publics entretiennent mieux les fontaines. Elles sont placées dans des zones dégagées, parfois protégées par des grilles pour limiter la foule. Dans certaines villes, on impose même des horaires d'accès pour éviter les attroupements. Les lazarets et hôpitaux construits après les grandes vagues de peste adoptent un style distinct. Bâtiments espacés, grandes fenêtres, murs blanchis à la chaux, censés purifier l'air. Ces choix esthétiques et fonctionnels influenceront plus tard l'architecture hospitalière moderne. Dans plusieurs régions, on érige des colonnes votives ou des chapelles dédiées à des saints protecteurs de la peste, comme Saint-Roch ou Saint-Sébastien. Ces monuments, au-delà de leur fonction religieuse, rappellent visuellement aux habitants la nécessité de rester vigilants. La peste inspire chansons, poèmes et pièces de théâtre. Beaucoup décrivent les odeurs, les fumigations, les vêtements superposés, autant d'éléments qui deviennent familiers dans l'imaginaire collectif. Les manuels domestiques rédigés au XVIe et XVIIe siècle intègrent systématiquement des chapitres sur la prévention de la peste. Ainsi, la lutte contre le fléau façonne autant les pierres que les esprits. La ville devient un outil de défense et la culture un vecteur de mémoire. Mais malgré ces adaptations, une dernière grande épreuve sanitaire attend encore l'Europe. Après plus de 3 siècles de résurgence, la peste connaît encore quelques flambées dévastatrices avant de s'effacer peu à peu du paysage européen. Mais ces derniers sursauts vont jouer un rôle décisif dans la naissance d'une approche moderne de l'hygiène. Cette épidémie, l'une des plus célèbres, tue environ 100 000 personnes, soit près d'un quart de la population londonienne. Les méthodes de prévention héritées du Moyen Âge sont appliquées à grande échelle. Marquage des maisons contaminées, isolement forcé, brûlage des affaires des malades, restrictions sévères sur les rassemblements. Si la peur domine, cette peste pousse aussi à perfectionner l'administration sanitaire urbaine. La peste de Marseille, importée par un navire venant du Levant, fait plus de 100 000 morts en Provence. Elle déclenche une mobilisation massive, mise en place immédiate d'un cordon sanitaire autour de la ville, extension des lazarets, quarantaine rigoureusement surveillée. C et L. Un des premiers exemples documentés où LE, organisation sanitaire civile, prend le pas sur LE, improvisation. Ces dernières vagues conduisent à un changement profond. La prévention N est plus seulement une affaire de gestes individuels ou de croyances, mais devient une politique publique. Les autorités comprennent qu'il faut entretenir les rues, gérer les déchets, améliorer l'approvisionnement en eau et aérer les habitations. Au XVIIIe siècle, la peste recule en Europe occidentale sans qu'on en comprenne encore toutes les raisons. L'amélioration de l'hygiène, la baisse du commerce avec certaines zones endémiques et peut-être l'évolution naturelle de la maladie jouent un rôle. Mais dans les mémoires, la peste reste l'ennemi invisible qui a dicté des siècles de comportement. Même après sa disparition, les habitudes de ventilation, de contrôle des foules, de purification de des airs et d'isolement des malades continuent influencer les politiques de santé publique. Ce legs invisible façonnera la réponse aux futures épidémies, de la grippe espagnole aux crises sanitaires contemporaines. Ainsi, la peste noire et ses vagues suivantes n'ont pas seulement marqué, histoire par leur mortalité, elles ont forcé, Europe à inventer, adapter et transmettre un patrimoine sanitaire qui, sous des formes modernisées, survit encore aujourd'hui. Et avec la fin de ces vagues, commence un autre chapitre, celui où la mémoire du fléau devient un avertissement gravé dans la conscience collective.
Même après sa disparition progressive, la peste noire continue de hanter l'imaginaire collectif. Son ombre s'étend sur la religion, l'art, la littérature et même sur les gestes du quotidien. Dans toute l'Europe, des processions commémoratives et des offices religieux sont organisés pour se souvenir des grandes épidémies. Des saints protecteurs comme Saint Roch, Saint Sébastien ou Sainte Rosalie sont vénérés pour leur rôle supposé dans la protection contre le fléau. Leur iconographie, montrant souvent la peste sous forme de flèches ou de nuages noirs, façonne une imagerie immédiatement reconnaissable. La peste inspire des fresques, des vitraux et des tableaux qui mêlent avertissement moral et témoignages historiques. Les danses macabres, par exemple, rappellent que la mort frappe tous les rangs sociaux. Ces œuvres, parfois installées dans les églises ou sur les façades publiques, maintiennent vivante la conscience du danger. Des chroniqueurs médiévaux aux écrivains de la Renaissance, la peste devient un sujet récurrent. Des récits comme le Décaméron de Boccace, qui se déroule en pleine épidémie, témoignent non seulement de l'horreur de la maladie, mais aussi des réactions humaines face à l'isolement et à la peur. Dans les siècles suivants, les poètes et dramaturges utilisent encore la peste comme métaphore du chaos social ou de la corruption morale. Même lorsque la peste n'est plus là, certaines habitudes perdurent. Brûler des herbes pour purifier l'air lors des épidémies de grippe, éviter de serrer la main en période de maladie, aérer les maisons à heure fixe. Ces gestes deviennent des rites transmis de génération en génération, parfois sans que l'on se souvienne de leur origine. Ainsi, la peste noire ne disparaît pas simplement avec ses microbes. Elle installe durablement dans la mémoire, servant à la fois de leçon, de symbole et de repère culturel. Mais cette mémoire ne se limite pas aux images et aux mots. Elle se traduit aussi par des commémorations collectives et des lieux de mémoire. Après les vagues meurtrières, l'Europe érige non seulement des murailles sanitaires, mais aussi des monuments à la mémoire des victimes et des miracles supposés. Dans de nombreuses villes, on érige des colonnes votives pour remercier Dieu, la Vierge ou un saint protecteur d'avoir mis fin à l'épidémie. Ces colonnes, richement décorées de statues, sont souvent placées au centre des places publiques. La plus célèbre est celle de Vienne, construite après l'épidémie de 1669, qui mêle art baroque et symboles religieux puissants. Certaines cités, comme Venise, vont jusqu'à construire des églises entières en hommage à la fin d'une peste. La basilique Santa Maria della Salute en est un exemple frappant. Érigée après l'épidémie de 1630, elle est devenue un lieu de pèlerinage annuel. Des fêtes religieuses commémoratives sont instaurées, parfois avec des processions massives où les reliques des saints sont portées dans les rues. Ces rituels, en plus de renforcer la mémoire collective, servent à rassurer la population sur la protection divine. Dans certaines régions, les charniers de la peste deviennent des lieux sacrés. Ils sont entourés de croix, de petites chapelles ou de stèles gravées et intégrés à des parcours de pèlerinage. Ces espaces rappellent que sous le sol reposent des milliers de vies fauchées en quelques mois. Ces monuments et rituels transforment le visage des villes et campagnes. Ils inscrivent la peste dans la pierre et dans le calendrier, maintenant son souvenir vivant et visible pour les générations futures. Mais cette mémoire monumentale ne suffit pas. La peste s'invite aussi dans les arts populaires, la musique et le folklore. Si la peste noire marque profondément les chroniques officielles et les monuments, elle s'invite aussi dans la culture populaire. Chansons, contes et croyances locales. Dans plusieurs régions, des chansons racontent comment la peste a frappé un village ou épargné une famille. Elles mêlent souvent descriptions réalistes et éléments surnaturels, un ange qui ferme la porte d'une maison, un parfum miraculeux qui chasse la maladie, un animal protecteur qui avertit les habitants. Ces chants servent à la fois de distraction et de mémoire orale. Nées au XVe siècle, ces fresques et représentations montrent la mort, entraînant dans sa ronde rois, paysans, moines et enfants. Elles rappellent que nul n'échappe à la fatalité et que la peste frappe sans distinction. On les retrouve dans les églises,
les cimetières et même sur les façades d'hôtels de ville. Chaque région développe ses propres récits. En Provence, on parle d'une dame en noir qui apparaissait dans les rues la nuit. En Allemagne, certaines villes racontent que la peste arrivait sous la forme D, un chien noir, ou D, un cavalier fantôme. Dans les Alpes, on croit qu'une lumière étrange précédait toujours l'épidémie. Ces histoires, transmises de génération en génération, entretiennent la peur et la vigilance. La peur de la peste renforce le recours aux amulettes, médailles bénies, sachets d'herbe, fragments de reliques. On les porte autour du cou ou on les accroche aux portes pour éloigner le mal. Ces objets, parfois transmis comme héritage familial, deviennent des symboles de protection contre toutes les maladies. Ainsi, la peste noire ne reste pas cantonnée aux archives et aux pierres. Elle vit dans les chants, les contes et les gestes du quotidien, façonnant une culture de la mémoire qui perdure bien après sa disparition. Et au sommet de cette mémoire collective, il reste une leçon centrale, un avertissement qui traverse les siècles. La peste noire, au-delà des millions de vies qu'elle a fauchées, laisse derrière elle un message gravé dans la conscience collective. La fragilité des sociétés humaines face à elle, invisible. Même dans les siècles qui suivent sa disparition, l'évocation de la peste suffit à déclencher une réaction rapide. Lorsqu'une épidémie de choléra ou de grippe apparaît, les autorités réactivent spontanément les réflexes hérités. Isolement, désinfection, contrôle des frontières. La peste a ainsi laissé un répertoire d'actions prêtes à l'emploi. La peste noire rappelle que ni la richesse, ni le pouvoir, ni même la foi ne garantissent la protection. Elle frappe sans distinction et rend l'humanité consciente de sa vulnérabilité. Dans un monde où les progrès techniques semblent tout rendre possible, cette mémoire agit comme un contrepoids. Au XXIe siècle, face à de nouvelles crises sanitaires, les références à la peste noire refont surface dans les médias et les débats publics. On y retrouve les mêmes dilemmes. Protéger l'économie ou sauver des vies, limiter les déplacements ou préserver les libertés, suivre la science ou se fier à la tradition. Ces échos montrent que la peste N est pas un souvenir lointain. CE1 est un miroir dans lequel notre époque continue de se refléter. Au final, la peste noire laisse 3 héritages majeurs. Un savoir sanitaire qui sert encore de base à la gestion des épidémies. Un répertoire culturel qui nourrit l'art, la littérature et le folklore. Une leçon philosophique. L'humilité face aux forces naturelles. La peste noire, disparue des rues, mais présente dans les mémoires, demeure une sentinelle invisible. Elle nous rappelle que, dans le silence des époques prospères, la vigilance est la meilleure des protections. Et c'est ainsi que, 7 siècles plus tard, l'ombre de la peste continue de marcher à nos côtés. Lorsque l'on referme ce long chapitre de l'histoire, on se rend compte que la peste noire n'a pas seulement été une tragédie sanitaire. Elle a été un maître silencieux, un maître sévère, mais qui a façonné notre rapport à la vie, à la mort, et à la manière de protéger ce qui nous est cher. Ce que nous appelons aujourd'hui hygiène est, en grande partie, né de la peur de la peste. Aérer les pièces, laver les mains, éviter les foules en période d'épidémie, surveiller les flux de voyageurs. Toutes ces habitudes, désormais évidentes, sont les héritières de siècles de vigilance forcée. Face à ce fléau, l'homme médiéval a appris à s'organiser, à observer, à tirer des conclusions, même imparfaites. Et, de vague en vague, il a transformé sa peur en règle, ses pertes en savoir et ses épreuves en mémoire. Nous croyons parfois que ces temps de souffrance appartiennent à un autre monde, séparés du nôtre par les progrès de la science. Pourtant, chaque fois qu'une maladie nouvelle apparaît, l'ombre de la peste noire revient, discrète mais ferme, pour nous rappeler. Tu as déjà traversé pire, tu sais quoi faire. Alors, tandis que nous fermons ce récit, imaginez un soir calme. Une brise légère entre par la fenêtre, les bruits de la ville s'estompent, et quelque part au loin, une cloche sonne. Ces mêmes sons, ces mêmes gestes, résonnaient déjà dans les foyers médiévaux, entre 2 prières, entre 2 jours de peur et de vie.
car même au cœur des plus grandes épreuves, les hommes ont continué à aimer, à bâtir, à rire parfois. Et c'est peut-être là le plus grand héritage, la certitude que la vie trouve toujours un chemin. Ainsi S achève notre voyage à travers les ruelles sombres et les places éclairées par la mémoire de la peste noire. Que ce souvenir reste pour nous une source de sagesse, un murmure ancien qui nous invite à vivre pleinement, mais toujours avec respect pour cette fragile santé qui nous relie tous.